Entretien avec un cadavre, chapitre 14, l'alcool, ce deuxième auteur. Quand on est de garde, il faut ne rien prévoir d'autre pendant ce temps. Et surtout pas de rendez-vous, car c'est toujours à ce moment-là qu'une affaire nous tombe dessus. C'est ce que j'appelle la loi de la vexation universelle. Ça ne rate jamais. Ce jour-là, j'ai prévu de déjeuner avec une amie que je n'ai plus vue depuis longtemps. Lorsque mon téléphone sonne, Karine et Anne Pascal sont associées dans un commerce de vêtements et de lingerie féminine depuis des années. Leurs maris respectifs, Frédéric et Guy, s'apprécient. Les deux couples se fréquentent beaucoup. Cela fait des années qu'ils partent en vacances ensemble. La première fois, c'était à Bormelin, Mimosa, sous le soleil du sud de la France. La vie est toujours plus belle, les ennuis se volatilisent. On se sent comme hors du temps et surtout le vin rouge, bien frais, coule à flot. Quelques escaliers en mer, le long des côtes ou dans le massif des Mours. Et ces vacances resteront gravées dans leur mémoire. Bormelin, Mimosas, c'est là aussi qu'une autre histoire a commencé. Docteur, on a trouvé une femme le long d'un chemin de terre. Vous pourriez aller voir et me tenir au courant? La police vous attend. À mon arrivée, le policier de garde à l'entrée du chemin m'indique où me garer, puis où me rendre. La scène de crime est installée et le labo est déjà au travail avec les bandes autocollantes pour le recueil des microtraces. Tu arrives au bon moment. On va bientôt pouvoir la retourner. Je m'habille en costume de cosmonaute. Ce sauna qu'est la combinaison blanche de descente, ça y est. Je ressemble au bonhomme Michelin. Le corps est celui d'une femme d'une bonne trentaine d'années. Elle porte une veste sous laquelle le chemisier présente plusieurs boutons arrachés, tandis que la dentelle de son soutien-gorge, qu'on aperçoit par le chemisier ouvert, est déchirée. La ceinture de son pantalon est défaite. Le pantalon est ouvert, mais toujours à hauteur des hanches. Clairement, quelqu'un a tenté d'avoir un rapport sexuel avec elle contre son gré.
les déchirures des vêtements et surtout sa mort témoignent qu'elle a cherché à se défendre. Cet après-midi-là, Guy et Karine sont partis faire quelques courses, laissant leurs conjoints respectifs au bord de la piscine. Frédéric se lève pour aller chercher du vin rosé au frigo. Anne Pascal le suit jusqu'à la villa qui possède une petite douche extérieure. Là, elle fait couler de l'eau chaude sur sa nuque, puis de l'eau froide. Quand Frédéric revient avec sa bouteille de rosé, elle l'éclabousse depuis la douche. Frédéric pose la bouteille, baisse ses lunettes solaires dans un geste de défi et désireux de se venger, saisit Anne Pascal, la soulève et la porte jusqu'à la piscine, dans laquelle il compte la lâcher, mais leurs regards se croisent. Il ne la lâche pas. Elle non plus, ils s'embrassent. Au premier coup d'œil, le corps de cette femme révèle de nombreux coups avec deux yeux au beurre noir, un saignement de nez, une tuméfaction de la lèvre inférieure. Le labo retourne le corps et renouvelle les bandes autocollantes, ce qui prend facilement 3-4 heures. En attendant, je saisis de mes mains gantées un sac qui se trouve sous le corps. Il contient des papiers d'identité au nom d'Anne Pascal. X. Anne Pascal et Frédéric ont commis l'irréparable au bord et dans la piscine. Ils n'en reviennent pas, tout est allé si vite. L'alcool et le soleil aidant sans doute de même que le fait d'être en vacances, comme dans une autre dimension. Les excuses sont nombreuses pour justifier le passage à l'acte. Au retour des désormais cocus, leur attitude est neutre, comme si rien ne s'était passé. Les vacances se poursuivent, puis se terminent, sans la moindre faute. Note de retour au pays. Frédéric et Anne Pascal se verront en tête à tête, c'est sûr. Le labo a fini, je peux disposer du corps. Je commence par le déshabiller pour pouvoir relever sa température rectale, indispensable pour évaluer le moment du décès et faire des prélèvements
de sang et d'urine qui me permettront de rechercher la présence de toxiques. Je remets les vêtements au labo pour conservation. Vu l'odeur que le corps exhale à la moindre manipulation, je suis certain que de l'alcool a été consommé et pas qu'un peu. L'alcool pénètre tous les tissus de l'organisme et à l'autopsie, c'est toute la dissection qui sent. Le pire, c'est le vin rouge qui donne une odeur de coque au vin à tout le corps, surtout à l'intérieur. Guy est mort, une mort subite. Inattendue, une mort cardiaque. Selon le médecin, 30 ans, c'est vrai qu'il était traité pour le cœur depuis de nombreuses années, qu'il avait déjà fait un infarctus, mais il s'en était remis. La mort cardiaque est un diagnostic fréquemment posé quand on ne connaît pas la cause précise d'un décès. En effet, on n'autopsie pas tous les défunts. Ce n'est ni possible, ni souhaitable. On ne va pas autopsier tout le monde juste pour avoir des statistiques fiables. Alors, les médecins qui constatent un décès indiquent une cause qui leur paraît vraisemblable. Il y a quelques années, les médecins légistes de ma ville étaient fréquemment requis pour établir le contact de décès de personnes qui vivaient seules ou quand on ne trouvait pas de médecin généraliste. Systématiquement, la cause indiquée était athéroscléose. Coroner, ce qui avait conduit à une explosion de pathologie cardiaque dans ma région, dont l'Institut national de statistique s'était étonné. Ils nous avaient contactés, nous les avions rencontrés et avons décidé de la mort cardiaque et un diagnostic fréquemment posé quand on ne connaît pas la cause précise d'un décès. En effet, on n'autopsie pas tous les défunts. Ce n'est ni possible ni souhaitable. On ne va pas autopsier tout le monde juste pour avoir des statistiques fiables. Alors, les médecins qui constatent un décès indiquent une cause qui leur paraît vraisemblable. Il y a quelques années,
Les médecins légistes de ma ville étaient fréquemment requis pour établir le constat de décès de personnes qui vivaient seules ou quand on ne trouvait pas de médecin généraliste. Systématiquement, la cause indiquée était athérosclérose coronaire, ce qui avait conduit à une explosion de pathologie cardiaque dans ma région, dont l'Institut national de statistique s'était étonné. Il nous avait contactés, nous les avions rencontrés et avions décidé de la mort cardiaque est un diagnostic fréquemment posé quand on ne connaît pas la cause. Guy est mort et Anne Pascal est anéantie. Elle ne faim pas, elle est réellement anéantie, ça se voit. Elle s'enferme, ne veut voir personne, pas même Frédéric et Karine, ses amis de toujours. Elle fait une sérieuse dépression et consulte un psychologue qui la met en incapacité de travail. Elle laisse à Karine le soin de gérer seule la boutique jusqu'à des jours meilleurs. Elle décide aussi de rompre avec Frédéric. Pour lui, c'est un coup de tonnerre. Voilà qu'alors que son mari est décédé et qu'elle ne doit plus se cacher de lui, elle décide de rompre, de mettre un terme à une relation de deux ans. Frédéric n'en revient pas et surtout ne l'accepte pas. Anne Pascal est identifiée depuis une bonne demi-heure et son identité diffusée quand un policier s'approche. Docteur, j'ai du nouveau. Cette nuit, vers 1h40, le fils de Madame a reçu un appel de sa mère en pleurs qui lui disait de venir vite car un homme qu'elle a appelé Frédéric la frappait. Il était comme fou. Il a entendu ensuite divers bruits et avant que le portable ne se coupe, un mot, et un nom de local, AT. Il a téléphoné à la police de la zone en question et ils se sont rendus dans le cimetière de la localité sans rien trouver. C'est qui, Frédéric? Il est identifié? Oui, d'après le fils de Madame, c'est le mari d'un couple d'amis. On va aller le chercher pour l'interroger dès qu'on aura son adresse. Le policier a à peine quitté les lieux que mon téléphone sonne. Docteur, j'ai un autre mort pour vous.
Elle commence bien cette journée. Il s'agit d'un suicide par arme à feu. Ce corps-là attendra. Je continue mon examen tout en sachant que je le terminerai en salle d'autopsie. Je note de très nombreux hématomes au vagin, un saignement de nez que l'on appelle une épistaxe en langage médical. Et un saignement d'oreille appelé oto-oragie qui témoigne de coups ayant causé une fracture du crâne et un décès par hémorragie cérébrale. En passant, je note une trace de sang au nombril, issue d'une très petite plaie qui me fait penser qu'un piercing a dû être arraché dans la garde. Je m'en tiens là. Je terminerai en salle d'autopsie et en attendant les magistrats, je décide d'aller voir l'autre corps qui se trouve dans le même village. À peine 5 minutes de voiture et je suis sur place. Quel drôle de coïncidence. Il ne manquerait plus qu'il s'appelle Frédéric. M'adressant au policier. Vous avez son identité? Frédéric X. C'est lui le Frédéric visé par le coup de téléphone d'Anne Pascal à son fils. Je préviens le procureur qui est en route pour la scène de crime avec le juge d'instruction et j'examine le corps de Frédéric. Pour lui, pas de labo, sauf si je constate des éléments laissant penser qu'il ne s'agit pas d'un suicide. Le corps de Frédéric est à l'arrière de la maison, devant la porte du garage. C'est un voisin qui l'a découvert en se levant le matin et en regardant par la fenêtre. Karine, elle, a été réveillée par les policiers venus lui annoncer la mort de son mari. Le corps gît dans une petite flaque de sang qui entoure toute la tête. Ce n'est pas comme dans les films où on voit un mari gigantesque qui se répand à la vitesse d'un cheval au galop. À proximité de sa main droite, une arme à feu de type pistolet, soit une arme avec un chargeur dans sa croise et croix, et à gauche du corps, une douille sur le sol. Je relève la présence de sang qui s'est déposé en jetant en plusieurs endroits autour du corps. L'expert en balistique, José Serrano, a été appelé en même temps que moi. Comme il
habite dans dans le village voisin. Nous sommes arrivés quasiment en même temps. L'examen montre un orifice d'entrée de projectile devant l'oreille droite avec une chambre de mine, ce qui signifie que l'arme était au contact de la peau au moment du tir. L'orifice de sortie se trouve au-dessus de l'oreille gauche. Pas moyen de confondre ces orifices. D'abord parce qu'ils existe une chambre de mine qui ne peut se trouver qu'à l'orifice d'entrée, mais aussi à cause de la forme des orifices. L'entrée est bien circulaire, tandis que la sortie est déchiquetée, même si cette configuration n'est pas toujours fiable. D'autre part, autour de l'orifice d'entrée, on note les traces du passage du projectile. Une collerette érosive. C'est comme un anneau de peau qui entoure directement l'orifice et qui est dû au frottement du projectile quand il traverse la peau. On n'en trouve logiquement qu'à l'entrée. Je n'ai connu qu'un seul cas de collerette érosive à la sortie du projectile. L'homme s'était pris une balle alors qu'il était dos contre un mur. L'auteur lui avait tiré dessus de face en plein thorax intérieur gauche, que le projectile avait traversé avant de sortir par le dos, de ricocher contre le mur et de rentrer à nouveau par l'orifice par lequel il était sorti. Un cas inouï. À l'autopsie, j'avais lentement cherché 2 projectiles puisque le corps présentait apparemment 2 entrées et pas de sortie. C'est l'expert en balistique de l'époque, Jean Jamard, un ancien policier amoureux des armes à feu qui avait eu l'idée d'une possible réentrée. Nous étions retournés sur place pour chercher une trace d'impact sur le mur et Jean l'avait trouvée. Il y avait encore de petits morceaux du métal d'enveloppe du projectile incrusté dans le mur à l'endroit précis où le projectile avait ricoché. Dans le cas de Frédéric, l'arme a été posée contre le crâne à droite et le projectile est sorti du crâne à gauche. En réalisant une trajectoire légèrement de bas en haut et d'avant en arrière, qui correspond parfaitement à un
un suicide, le coup de feu tiré a sectionné une petite artère qui passe classiquement à hauteur des sites de fracture, laquelle est à l'origine des jets de sang retrouvés au sol. Sous l'effet de l'impact, le corps a pivoté et les jets sont apparus à divers endroits au sol selon son axe de rotation. Chaque jet correspond à un battement cardiaque. Frédéric est droitier, a des traces de poudre sur la main droite qui démontrent qu'il a tiré avec une arme à feu. De plus, l'arme lui appartenait. Il ne manque aucun élément pour admettre qu'il s'agit d'un suicide. Dans le même temps, la PJ est arrivée et interroge Karine. Ils ont passé la soirée ensemble, sous les trois Frédéric, Karine et Anne Pascal. C'était la première fois depuis des mois, depuis la mort de Guy, qu'Anne Pascal acceptait une sortie. Ils ont beaucoup bu, surtout Anne Pascal, et ils ont sagement décidé qu'elle ne reprendrait pas sa voiture, qu'il la ramènerait chez elle, à 2 pas de chez eux. Frédéric conduisait. Karine occupait le siège passager avant et Anne Pascal la banquette arrière. Frédéric a d'abord déposé Karine, puis a reconduit Anne Pascal. Ils étaient environ 2h30. Vers 3h, Karine, ne voyant pas revenir son mari, lui a téléphoné sans succès, puis elle s'est endormie sous l'effet de l'alcool consommé durant la soirée. C'est la police qui l'a réveillée, la projetant dans une autre dimension. Son mari avait une liaison avec sa meilleure amie. Il l'avait tuée et s'était ensuite suicidé. Tout a basculé en une seule nuit. J'ai toujours admiré la capacité de ces gens à qui il arrive de tels malheurs, de se redresser, de se remettre sur leurs pieds, de faire face à la réalité et d'affronter la vie qui continue. Une voiture se trouve dans le garage de Frédéric. Elle a une vitre brisée, des traces de sang sur le siège arrière avec des boutons de chemisier et un piercing. Il est évident qu'une scène violente a eu lieu dans la voiture. Les boutons correspondent à ceux de chemisier d'Anne Pascal. Il est facile de déduire de leur présence que l'auteur a voulu déshabiller sa victime, sans doute pour avoir des relations sexuelles avec elle, et que par rage de ne pas y parvenir et encouragé par l'état dans lequel l'alcool l'avait mis, il l'a roué de coups. On a la scène de crime
poids mère ou une partie de celle-ci, celle des faits qui se sont déroulés dans la voiture. Frédéric a ensuite déposé le corps le long d'un chemin de terre pour s'en débarrasser. L'autopsie du corps d'Anne Pascal est réalisée le jour même. Il confirme ce que j'ai suspecté dans un premier temps. Vu l'absence de lésions de défense, je défais que la victime s'est peu défendue ou qu'elle a vite été maîtrisée. Les lésions du visage se poursuivent en profondeur par de volumineux hématomes sous-cutanés, surtout à hauteur des yeux. Puis, à l'ouverture du crâne, je découvre une importante hémorragie sous-durale, soit entre le cerveau et la dure-mère. Cette hémorragie a comprimé le cerveau et causé le décès. J'avais été interpellée par des écoulements de sang sur le visage qui constituaient le signal externe de fracture d'os de la base du crâne. Et en effet, après avoir enlevé le cerveau, je découvre que les os du toit des orbites sont fracturés, ce qui explique les yeux au beurre noir. Les os du nez sont fracturés également, ce qui explique l'épidaxe. Enfin, la fracture du rocher gauche, cet os très solide de la base du crâne qui contient les organes de l'audition, explique l'autorage gauche. Tous ces éléments sont la preuve qu'Anne Pascal a reçu de nombreux coups au visage. Et l'alcool dans tout ça. L'alcool est un puissant désinhibiteur. Et il ne fait aucun doute qu'il est en cause ici, qu'il a facilité le passage à l'acte dans les velléités d'avoir des relations sexuelles et à renforcer la frustration de ne pas y parvenir. Dans notre société, trop souvent, l'alcool est banalisé et pour les jeunes hommes, savoir tenir le litre est même une prouesse, presque un acte de bravoure. Cette banalisation fait oublier que l'alcool peut devenir une drogue, et même une drogue dure pour les alcooliques chroniques. Quelques mots sur l'alcool. On estime que chaque verre d'alcool consommé, qu'il s'agisse de bière,
de vin ou d'alcool fort, voire de pause café, dès lors qu'il est servi avec parcimoine, comme dans un café. Procure à ceux qui le boivent à un taux moyen de 0,2 g d'alcool par litre de sang au bout de 30 minutes, soit le temps nécessaire pour que l'alcool passe dans le sang. Ceci signifie qu'au 5e verre de bière, s'ils sont bu en 1 heure, le consommateur à jeun présente une alcoolémie d'1 g par litre. S'il mange tout en consommant l'alcool, le taux dans le sang sera moindre, parfois de moins de moitié. Les effets de l'alcool varient en fonction du taux dans le sang. Il commence dès 0,15 kg, mais sont négligeables dans ce cas. Par contre, vers 0,6 g, on note une réduction de la capacité réflexe à un jet de la capacité réflexe à 1 G, on note déjà une incoordination de certains mouvements et un allongement évident du temps de réaction. À 1,5 g, la moitié des consommateurs sont ivres et tous présentent des troubles des perceptions extérieures, essentiellement à 2 G. L'ivresse est évidente chez 100% des consommateurs. Oublie les éléphants roses de la caricature populaire. L'alcoolisme et l'imprégnation alcoolique n'ont rien de rose. La plupart des meurtres sous alcool que j'ai eu à traiter surviennent alors que l'auteur présentait un taux de 1,5 g ou plus, ce qui est logique puisque c'est à ce stade que les
les inhibitions se lèvent, c'est-à-dire que toutes les préventions sociales disparaissent, laissant la place à l'expression des envies de manière déshabitée. C'est le taux auquel se trouvait Frédéric lorsqu'il a commis son acte ruinant la vie de trois personnes, dont la sienne, sans compter celle des enfants des deux couples. Pour enfin une bouteille de vin, zéro virgule 75 litres consommés à jeun conduit à une alcoolémie de 1,52 g chez un homme, de 70 g et de 1,87 g chez une femme du même poids. La différence tient au fait que l'alcool se dilue plus largement dans le corps d'un homme que dans celui d'une femme, pour des raisons strictement physiologiques. Enfin, pour en finir avec cette petite rubrique sur l'alcool, il est important de savoir que l'élimination de l'alcool se fait par le foie à une vitesse moyenne de 0,15 kg d'alcool par litre de sang et par heure, ce qui signifie qu'il faut en moyenne 1 heure pour éliminer chaque verre d'alcool consommé. C'est ce qui explique que le lendemain matin d'une cuite, si l'on reprend le volant, on a toutes les chances d'être positif à l'éthylomètre, parce que tout l'alcool consommé la veille n'a pas encore eu le temps d'être éliminé par métabolisation. Aujourd'hui, le nouvel ennemi est la cocaïne, et elle est souvent combinée à la prise d'autres substances psychotropes, dont l'alcool, bien évidemment. Dans le cas de Frédéric et d'Anne Pascal, nul doute que sans l'alcoolisation de Frédéric, les choses n'auraient pas été jusque-là. L'alcool est le second auteur de ce meurtre, ce qui n'intrigue en rien la responsabilité de Frédéric. C'est lui qui a choisi de boire et s'est mis dans cet état. Il en est responsable. C'est ainsi que la justice voit les choses.
Énonciation activée. Arrêter l'enregistrement vidéo.